Alors, on a dit qu'on parlait en général toujours de la halakha qui va avec la paracha. Et comme la paracha de Vayeshev, elle tombe toujours dans Hanouka, d'accord? Vous savez d'où on sait quel rapport il y a entre Hanouka et Vayeshev? Bon, il y a beaucoup de rapports. Et c'est que quand les frères de Yosef ils rencontrent Yosef, dans la paracha d'après, alors il leur demande Haïm yeshlachem av ou ach. Est-ce que vous avez un père ou un frère? Alors le Ben Ishra, il dit, en réalité, sa question c'est est-ce que vous allumez les bougies comme Beth Hillel ou comme Beth Shammai? Parce que Beth Hillel, il allume Av, Aleph, Beth Gimel, Dalet. Ouais, il allume dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Beth Hillel. Et Beth Shammai, il allume Ach, c'est-à-dire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc il aura fait une allusion, est-ce que vous allumez la bougie de Hanouka comme Beth Hillel ou comme Beth Shammai? En plus, il y a dans Hanouka, on dit Mizmor Shir Hanouka Tabayit David. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a écrit Kritani Miyar Divor. Tu m'as fait tomber et tu m'as remonté du puits. Et ça, c'est une allusion à Yosef, qu'ils ont jeté dans le puits, qu'ils l'ont ressorti après. Etc., etc. Plus le rapport qu'il y a entre le fait qu'ils ont jeté Yosef dans un puits, et on dit que dans le puits, il n'y avait pas d'eau. Alors on dit s'il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. On dit, mais on sait bien qu'il était vide et il n'y avait pas d'eau. S'il était vide, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Non, il était vide, avec d'eau, il était vide, mais pas de serpents et de scorpions. Et on dit que tout le sujet de Hanouka, c'est qu'ils justement, ils n'avaient plus de... Les Juifs, au deuxième temple, ils n'avaient plus d'eau. Il n'y avait plus de vraie Torah nourrissante. Donc à ce moment-là, quand il n'y a pas de Torah nourrissante, quand c'est une Torah sèche, alors automatiquement, ça attire les serpents et les scorpions. Bon, avec Kitsour, on va faire déjà la halakha. Donc ça commence samedi soir, cette année, et ça finit samedi soir. C'est 8 jours, donc c'est automatiquement, vous commencez samedi, vous finissez samedi. D'accord? Donc maintenant, comment allume-t-on? On doit d'abord, à la maison, on fait comme ça, on allume d'abord la Havdalah. On fait la Havdalah. Déjà, on ne traîne pas trop en gardant le Shabbat longtemps, puisqu'il y a Hanouka. À cause de Hanouka, dès qu'on peut faire la Havdalah, on fait Havdalah, pour éviter de retarder Hanouka. En général, quand on n'a rien d'autre à faire, alors on peut traîner, faire reculer le Shabbat. Mais comme il y a Hanouka, alors on se dépêche de faire tout de suite Havdalah pour pouvoir allumer Hanouka. Alors, en général, on aurait dû allumer la Hanoukia avant la Havdalah. D'accord? C'est ce qu'on fait dans la synagogue. Dans les synagogues, on fait d'abord la Hanoukia pendant la Tfila, et après on fait la Havdalah. Pourquoi? Parce que dans les synagogues, les gens sont pressés de partir. Donc si on faisait la Havdalah, après on faisait Hanouka, les gens, ils n'ont même pas eu le temps d'entendre les brachot, ils sont déjà dehors. Donc là, on oblige les gens qui veulent rester pour la Havdalah à assister à l'allumage de Hanouka. Comme ça, pendant que les bougies de Hanouka brûlent, ils font Havdalah, donc ils sont obligés, ils restent. Il ne faut pas laisser une synagogue vide quand on allume les bougies de Hanouka. Pourquoi on allume à la synagogue? Pour faire de la publicité au miracle. Puisque les gens allument chez eux. Ils ne se rendent pas quittes de la synagogue. Donc, puisqu'ils ne se rendent pas quittes de la synagogue, on aurait pu ne pas allumer. Et non, parce que il y a une mitzvah. Hanouka, c'est comme Purim, c'est comme les 4 vers de Pessah. Il y a une mitzvah de faire connaître le Nes. Alors, pour faire connaître le Nes, tu es obligé de faire ça dans du monde. Mais à la maison, on n'a pas ce problème que les gens sont pressés de partir, puisqu'ils sont à la maison, ils vont rester à la maison, certainement.
Dans tous les cas, même s'ils ressortent plus tard. Donc, on leur dit, fais d'abord Havdalah, sors du Shabbat et rentre après dans Hanouka. Alors maintenant, qui allume? Comment allume-t-on à Hanouka? Alors on te dit que, en fait, tout le monde est obligé d'allumer à Hanouka. Les hommes, les femmes, les enfants, les invités. C'est pas une mitzvah sur laquelle on peut dire, bon, ben, je la fais pas moi, quelqu'un va la faire pour moi. Non, chacun doit se rendre quitte. Aussi bien les hommes que les femmes, que les enfants. Maintenant, il y a 2 minagim là-dedans. Il y a la coutume, comme le Tosfot explique, que on n'allume qu'une Hanoukia par famille, par maison. Qu'on soit 50 personnes ou une personne. Alors les séfarades, ils font comme ça. Ils font comme le Tosfot. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs hommes à la maison, plusieurs femmes à la maison, plusieurs chambres dans la maison, on allume une Hanoukia et c'est tout. Une personne rend qui tout le monde. Et le Rav Ovadia Yosef, il va très loin là-dedans, il dit, puisqu'il faut faire attention d'allumer dès que la nuit est tombée, il dit, même s'il n'y a personne à la maison, il y a par exemple une personne, les autres sont au travail, ou sont au magasin, ou à l'école, eh bien tant pis, la personne va allumer pour tout le monde. Une personne va allumer pour tout le monde, va rendre quitte tout le monde. Et alors moi je connais des gens, ils me racontent que depuis des années, jamais ils ont allumé ou vu Hanouka. Puisque c'est toujours, eux ils arrivent trop tard du travail par exemple, ils travaillent ils sortent à 7 heures du travail, donc ça fait déjà 2 heures qu'il fait nuit, donc leur femme, ou leur fils, quelqu'un a allumé, donc quand ils arrivent, il n'y a plus de lumière, pas de brachot, et ils sont rendus quittes, parce que quelqu'un a allumé pour eux quand ils étaient ailleurs. Ça, c'est la chita du Shulchan Aruch, et surtout celle du Rav Ovadia Yosef, qui a fait une grande guerre là-dessus, lui et ses fils. Et donc, il vous dit, qu'il pleuve ou qu'il vente, tu allumes. Dès qu'il fait nuit, et tu n'attends personne. Maintenant, il y a une autre école, c'est l'école de Tosfot, ils disent ça c'était valable à leur temps où ils allumaient vers l'extérieur, et donc à ce moment-là, dès une certaine heure, il n'y avait plus personne dans les rues. Il n'y avait personne dans les rues, donc tu avais une limite de la nuit jusqu'à une demi-heure après. C'est tout. Mais le Tosfot, il dit, mais attends, écoute, aujourd'hui, on allume dans la maison, en général, pour la simple raison qu'on habite, la plupart des gens habitent en étage, n'habitent pas au rez-de-chaussée. Donc, comme ils habitent en étage, ils vont éclairer pour qui? Pour la rue, il n'y a personne, ou même quand il y a quelqu'un, c'est trop haut pour qu'on voit. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Les gens qui habitent en banlieue parisienne ou à Tel Aviv, en général, ils habitent dans des maisons hautes. Alors, c'est vite fait d'avoir 10 mètres de haut, donc ça n'a aucun intérêt que vous allumiez à la fenêtre ou dans le couloir. Pour éclairer qui? Le voisin qui passe en ascenseur tous les 3 heures. Donc le Tosfot, il dit, et c'est comme ça que beaucoup de communautés font, d'allumer dans la maison. Ne pas s'occuper du tout de l'extérieur. Allumer dans la maison. Et à ce moment-là, si tu allumes dans la maison, tu n'as plus cette limite de la demi-heure dès qu'il fait nuit. Tant qu'il y a des gens qui ne dorment pas, ben, tu peux allumer. Donc à ce moment-là, c'est plus familial. Ça te permet d'attendre que tout le monde soit là. Hein, les gens qui reviennent du travail, les gens qui reviennent des courses, les gens qui avaient des choses à faire. Et donc ça ne te bloque pas à 5 heures de l'après-midi à t'obliger à allumer. Parce que la chita du Rav Ovadia Yosef, elle est bien belle, mais elle n'est valable que pour les étudiants de yeshivot qui peuvent rentrer chez eux tranquilles à 4 heures. Et leur femme est là, donc ils sont tranquilles. Ils peuvent allumer à l'heure comme il faut. Mais la plupart des juifs dans le monde, ils ont des conditions
différente complètement aujourd'hui. C'est pour ça que la majorité des gens allument n'importe quelle heure dans la soirée, tous ensemble. Surtout que le Rav Moshe Feinstein, il dit aujourd'hui, il n'y a pas cette limite de la demi-heure après la nuit. Ce qu'il dit dans la plupart des villes où les Juifs habitent, les magasins sont ouverts très tard, rentrent à 10h du soir, il y a encore des gens dans les rues. Donc quelle est cette fixation d'allumer très tôt? Puisque de toute façon, que tu allumes dedans ou dehors, il y a des gens dans la rue. Dans tous les endroits où les gens vivent, à part les petits chouvim, rentrent dans Yehuda ou Shomron à 5h30 du soir, et les gens sont revenus du travail, ils vont à la Macolette acheter un litre de lait, hop, ils rentrent chez eux, on ne voit plus personne dans les rues. Mais c'est très peu de gens qui habitent dans les chouvim. La plupart des gens vivent dans les villes, et dans les villes, de plus en plus, vous avez des centres commerciaux, vous avez des magasins, et donc très très tard, tout est ouvert. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Il vaut mieux, au niveau éducation et au niveau ambiance de la fête, attendre que tout le monde soit là et allumer tous ensemble. Puisque de toute façon, la plupart des gens arrivent tard. Donc c'est pas qu'ils vont dormir. Ils vont rentrer à 7h, 8h, et ils vont manger des beignets à la lumière des bougies. Et donc on sent plus la fête de Hanouka que si vous faites après la chita d'allumer à 5h. Mais alors, si vous avez les moyens que tout le monde soit là à 5h, ok, très bien, bravo. Mais il ne faut pas se bloquer à cause de ça. Surtout que il y a Shulchan Aruch, il dit, si on a raté le début, la première demi-heure, on peut allumer dans la nuit. Mais comme on peut allumer, il n'y a pas écrit avec bracha ou sans bracha. On peut allumer. Donc si on peut allumer, on peut faire la bracha aussi. C'est pas la peine de se braquer sur cette chita de dire non, on peut allumer mais sans bracha. Donc il y en a qui allument à 5h30 mais sans bracha. Parce qu'ils ont peur de l'opinion qui dit que c'est 5h ou rien. Mais la plupart des communautés ne tiennent pas de ça, elles allument avec bracha même tard. Donc si vous avez par exemple une invitation, vous êtes obligé d'aller dans un endroit, un mariage, ou que Dieu préserve, consoler des endeuillés. Maintenant vous n'avez pas pu allumer, il est très tard, vous n'êtes pas rentré chez vous. Vous rentrez chez vous vers 10h, vous pouvez encore allumer parce que vous ne dormez pas encore. Donc il faut se décongestionner de cette comment on appelle ça, de cette angoisse que Hanouka c'est 5h ou rien. Deuxièmement, avec quoi allume-t-on? Alors en général, à l'époque, l'huile d'olive coûtait très cher. Donc les gens n'allumaient pas avec de l'huile d'olive. Ça coûtait une fortune de l'huile d'olive. C'est que les riches qui pouvaient s'offrir de l'huile d'olive. Donc les gens, ils allumaient soit avec des bougies en cochon, en suif. Les bougies d'avant, c'était pas cachère, c'était du suif. Ou alors, ils allumaient avec une huile commerciale qu'ils trouvaient n'importe où. Mais aujourd'hui, dans le monde, on peut facilement trouver soit des bougies en paraffine qui sont cachères, ou tout simplement de l'huile d'olive. Et pas comme cette opinion que j'ai entendue récemment, un monsieur qui disait, je ne citerai pas son nom d'ailleurs, c'est pas gentil, il disait, il ne faut pas utiliser de l'huile d'olive parce que c'est baltachrit, c'est du gaspillage. Mais il est fou. Il est fou. Toute la raison pour laquelle on allume à l'huile d'olive, c'est pour ressembler au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on disait pas il y a assez baltachrit. On prenait la meilleure huile d'olive qu'on pouvait trouver, la première pression, à froid, des meilleures olives. Et de la même façon qu'on te dit
tout l'or du monde a été créé, pas pour faire des bijoux ou pour mettre à Fort Knox, mais l'or du monde a été créé pour faire le Beth Amikdash, bien qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais la même façon, l'huile d'olive a été créée pour faire des mitzvot avec, pas seulement pour les gens qui font des régimes qui n'utilisent que de l'huile d'olive. Donc il n'y a aucun problème, au contraire, celui qui a les moyens, il vaut mieux acheter de l'huile d'olive bonne à manger que d'utiliser des huiles d'olive d'allumage qui ne sont pas bonnes à manger, qui sont dangereuses même à manger. Il y a écrit la Mahor, rien que pour allumer. Ça, c'est pas un hidour à Hanouka. C'est valable pour les gens qui n'ont pas tellement d'argent. Alors ils achètent au moins l'huile d'olive pas bonne. Mais le mieux, c'est d'acheter de l'huile d'olive bonne, et qui est chère, bien sûr, enfin qui est plus chère. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous utilisez de l'huile d'olive de bonne qualité, mais vous émettez une condition. Puisque dès que vous consacrez l'huile ou les mèches à l'allumage, vous ne pouvez plus vous en servir pour autre chose. Donc il y a des gens qui achètent une bouteille et puis ils se rendent compte qu'ils n'ont utilisé que la moitié. Donc il ne faut pas dire j'utilise la bouteille pour Hanouka. Ce que j'utilise pour Hanouka, c'est Hanouka. Maintenant ce qui restera, je le mange. Je ne suis pas obligé de le brûler. Donc il ne faut pas consacrer l'huile à Hanouka. Il faut dire j'achète l'huile, ce que j'utiliserai pour les veilleuses, alors c'est pour les veilleuses. Et ce qui restera, je l'utiliserai pour les salades. Maintenant, ce qui est dans les verres, les godets, là c'est fini. Vous ne pouvez plus vous servir pour autre chose, c'était consacré à l'allumage. Et comme on l'a répété plusieurs fois, c'est une ségoula, ceux qui ont des problèmes de verrues, des problèmes de peau, etc. C'est une grande ségoula d'utiliser cette huile pour se masser avec. Au lieu de la brûler ou de la jeter, prenez de l'huile qui reste de Hanouka. Si vous avez des champignons ou des problèmes de peau, ben vous utilisez cette huile pour vous masser avec. L'essentiel, c'est de ne pas la jeter. Ou vous la brûlez, ou vous l'utilisez de façon médicale. Mais vous n'avez pas le droit de la jeter parce que c'est Kodesh. C'est comme des tefilines ou un talit, etc. On ne jette pas, on protège. D'accord? Donc ce qui vous restera des cancanim, eh ben ça sera bon pour les gens qui ont des problèmes de peau. Ça arrive. Par contre, il y a des gens qui ont des verrues ou des démangeaisons, etc. Alors on leur dit ils ont le droit d'utiliser ça pour la peau. Que pour la peau, hein, pas à avaler. D'accord? Maintenant, si vous avez, par exemple, vous avez allumé dans un endroit qui vous convient, vous avez mis dans un endroit qui vous convient, et puis, pitom, il y a les petits-enfants qui arrivent. Il y a des gens qui arrivent, et en général les petits-enfants, et ça commence à bouger dans tous les sens. Donc vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors on te dit, qu'est-ce qui fait la mitzvah? C'est l'allumage ou le positionnement de la Hanoukia? Qu'est-ce qui fait la mitzvah? La mitzvah, c'est l'allumage. La mitzvah, c'est l'allumage, c'est pas de poser. D'accord? Donc, si vous avez posé dans un endroit pas bon, par exemple, vous avez dit je vais mettre à la fenêtre. Mais le problème, c'est qu'à la fenêtre, vous êtes au-dessus de 10 mètres. Donc, personne ne lève la tête dans la rue pour regarder une Hanoukia au-dessus de 10 mètres. Donc, vous dites, on vient chez vous, on vous dit, mais elle n'est pas bien ta Hanoukia, elle est fausse. D'accord? Alors, si elle est posée de façon qu'on la voit dans la maison aussi, donc vous ne la bougez pas, puisque dans la maison, vous avez raté d'allumer de l'extérieur, mais moi, vous avez réussi d'allumer pour l'intérieur.
Donc c'est bon. Mais si vous aviez complètement, vous l'avez mise complètement à l'extérieur, vous ne la voyez pas à l'intérieur. Puisque vous avez allumé faux, vous avez allumé trop haut, il faut éteindre et rallumer à l'intérieur. Vous êtes trompé complètement. D'accord? Parce que ce qui compte, c'est l'allumage. Maintenant, si vous avez des enfants donc, qui viennent, vous l'aviez mise par exemple entre 30 cm et 1 mètre, mais seulement vous l'avez mise dans un endroit où on passe. Donc les enfants, ils viennent, et en avant, des coups de pied dedans, et vous risquez de mettre le feu à la maison et de faire tomber l'huile dans tous les sens. Alors on te dit, tu as le droit de la déplacer, mais tu la mets dans un endroit cachère. Tu ne la mets pas à la fenêtre ou devant la porte. Tu la mets sur une table, par exemple. Ou dans un endroit sûr où les enfants ne vont pas la bouger. Et ça, tu peux le faire même dans la demi-heure où tu es allumé. Ouais, tu as changé d'avis en plein milieu de la... Toi, tu es seul à la maison, tu allumes tranquille, puis Tom, une horde d'enfants arrive. Vous ne voulez pas devenir neurasthénique, donc vous dites, bon, oh là là, arrêtons tout, je soulève la Hanouka, je la mets dans un endroit sûr. Vous avez le droit de faire ça, même dans la demi-heure pendant l'allumage. Maintenant, si la demi-heure est passée, c'est évident qu'il n'y a aucune question, puisque puis à la fin, on pourrait même l'éteindre, si on avait une ronde. C'est ce qu'on fait, par exemple, si quelqu'un il veut partir après l'allumage, il veut aller à une soirée. Mais il a peur, les rideaux, la moquette, les tapis. Il a peur que ça... Il ne se sent pas tranquille. Quand il ferme la porte, il se dit, voilà, si l'huile saute, ça peut mettre le feu. Tous les ans, vous entendez les pompiers, il y a des maisons qui prennent feu. Parce que les gens sont tellement intelligents, ils allument la Hanoukia à côté d'un rideau, par exemple. Alors, hop, le rideau prend. Donc, si après une demi-heure, tu as peur que ça prenne feu, soit tu la mets dans un endroit où il y a du carrelage ou du fer pour pas que ça brûle, sinon, carrément, tu les éteins. De peur d'en venir à faire des bêtises avec. D'accord? Et le lendemain, tu rallumeras cette huile-là qui était prévue. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous êtes, par exemple, invité quelque part, vous craignez que vous allez revenir trop tard. Vous allez revenir à 1h du matin, vous dites, c'est pas très bien d'allumer à 1h du matin, il vaut mieux que j'allume chez les gens où je suis. Donc, soit vous vous rendez quitte par les gens où vous êtes, soit ils vous prêtent une Hanoukia et vous allumez en plus. Par contre, parce qu'on n'a pas ce problème de rajouter. Vous pouvez mettre autant de Hanoukia que vous voulez, puisque tout le monde sait quel jour on est. On ne craint pas que les gens vont dire « Attends, mais il y a 6 bougies, donc on est le 6e jour. » Les gens ne vont pas dire ça. Les gens disent « Il y a 6 bougies, ça veut dire qu'il y a 6 personnes. » C'est les gens qui disent aujourd'hui. Donc, ou tu allumes tard chez toi, ou tu allumes chez les gens en participant, soit avec une pièce, soit en demandant au balabaïd de vous rendre quitte. Mais si vous voulez vous rendre quitte, il faut faire quelque chose. Ça, il faut soit manger là-bas, soit rester longtemps, soit payer. Il faut faire quelque chose qui montre que vous êtes une partie intégrante de la maison. Et ça vaut mieux. Par contre, ça vaut mieux que de rater un jour. Il y a des gens qui disent, bon, c'est pas grave, j'ai raté ce soir, demain j'allume. Non, parce que chaque jour est une fête en soi. Maintenant, les hommes, et surtout les femmes, n'ont pas le droit de faire un travail pendant le temps d'allumage. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens ont tendance, comme ils sont libres, ils se disent, bon, bah, il y a une demi-heure à ne rien faire. Alors, au lieu d'attendre bêtement, ou de me disputer avec tout le monde, je vais faire du tricot. Je vais faire du tricot, je vais reposer des chaussettes, je vais repasser, ou je vais mettre des machines en marche, des machines en route.
d'accord, où je vais préparer mon Shabbat. Ça manque pas les... D'accord. Alors on te dit, non, tu n'as pas le droit de faire une melacha comme celle de Shabbat. Une melacha, c'est-à-dire quelque chose qui aurait été interdit Shabbat. Donc ne dis pas, je vais mettre ma table à repassage, ma table de repassage devant la Hanoukia, et pendant que je regarde les bougies, je repasse les chemises. Il ne faut pas faire un travail, sauf un travail qui est lié avec Hanouka. Par exemple, faire frire des beignets ou des, ce que je sais, des gaufres. Pas des sougagnottes, surtout pas, c'est l'enfer. Des beignets pour faire plaisir aux gens qui sont là, faire du thé, faire du café, faire du chocolat. Oui, parce que ça ne s'appelle pas travailler. Ça s'appelle faire honneur à la fête. Mais à part donc faire frire un beignet ou faire bouillir un thé, on n'a pas le droit d'en profiter pour faire un travail lié avec les 39 travaux. D'accord ? Maintenant, si vous avez des taches par terre, etc., par cavote pour un cas, vous avez le droit de donner un coup de serpillière. Ça, c'est pas interdit. Mais en profiter pour faire la grande lessive du Shabbat, avant Shabbat, on ne fait pas pendant la demi-heure de Hanouka. Alors c'est intéressant parce que le Shulchan Aruch, il parle des femmes. Comme si les hommes, ils ont le droit. Alors c'est parce qu'à l'époque, qui est-ce qui faisait les travaux ménagers? C'était surtout les femmes. Aujourd'hui, vous avez des hommes qui sont plus efficaces à la maison que les femmes. Ils vous cuisinent, ils vous font la lessive, ils font tout. Ils font la spongia, ils nettoient la salle de bain. En réalité, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant la demi-heure? Alors, on reste assis près des bougies, près des lumières, et soit on raconte des histoires, soit on dit des livrets Torah, soit les gens d'avant, ils jouaient à la toupie. On peut jouer à un jeu, tout ce qui n'est pas quelque chose qui montre qu'on ne se préoccupe pas de Hanouka, on a le droit de le faire. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne jouent plus à la toupie, ils prennent le iPhone, et bientôt ils vont trouver un iPhone shabbatique. Vous allez voir, les orthodoxes, ils vont donner le iPhone, même dans la synagogue. Pendant la Torah, ils seront là, vous ne pouvez même plus leur dire bonjour. Donc, Bekitso, donc on ne fait pas de travaux shabbatiques, mais on peut faire des travaux par honneur pour Hanouka. Et évidemment, offrir des cadeaux, ça on peut le faire à toute heure dans Hanouka, il n'y a pas besoin il n'y a aucun problème de déchirer un beau paquet que vous avez reçu de votre Hanouka, surtout que cette année, Hanouka, ça tombe le soir du réveillon. Donc il y aura beaucoup de juifs dans le monde qui vont mélanger les deux sauces en même temps. Nous, les Yerushalmim, on n'est pas très Christmas, mais dans le monde entier, beaucoup de juifs dans le monde, ils n'ont pas de pitié, ils allument même le sapin avec. Ouais, nous on a l'impression que c'est un truc. Moi, je connais plein de gens qui disent, attends, écoute, on est en France, on est à New York, on va pas quand même priver nos enfants de la joie du sapin. D'accord? Donc on te dit, s'il y a des cadeaux à faire, fais-les, mais fais-le en l'honneur de Hanouka et pas en l'honneur des fêtes chrétiennes. Bon, maintenant, si vous avez raté un jour, ça c'est classique. Si on a raté un jour, vous avez des gens, des balais de chouva, je rencontre tous les ans, des gens qui, le 7e jour, ils vous disent, j'ai décidé d'allumer la Hanoukias maintenant. Qu'est-ce que je fais pour rattraper les 6 jours d'avant? Alors non, il n'y a pas besoin de rattraper rien du tout. Chaque jour est un jour en soi. Chaque jour est une fête en soi. Donc celui qui se réveille en plein milieu de Hanouka, il n'a pas besoin de dire, tiens, je vais en allumer 6 fois plus pour rattraper les 6 jours. Non, le jour qu'on est,
il allume. C'est-à-dire qu'on vit d'après le timing de Hanouka. C'est pas grave d'avoir raté 5 jours avant. 6e jour, c'est un 6e jour. Tu n'as pas perdu 6 jours. C'est pour ça que les balais de cheval, qui se réveillent tel ou tel jour de Hanouka, ils peuvent allumer et ils peuvent dire Shechianu sans aucun problème. Voilà, pas de question. Maintenant, ce qu'il faut surtout éviter, c'est de prendre l'avion le soir de Hanouka. Parce qu'on ne peut pas allumer dans l'avion. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Le Shabbat, vous pouvez, si vous n'avez pas de bougie ou d'huile, vous pouvez allumer avec les néons. Puisque l'essentiel, c'est de mettre de la lumière. Donc, moi, j'ai fait ça à l'armée quand j'avais pas de bougie. Ben, j'allumais des fluorescents. Je disais aux gens, taisez-vous, j'allume les bougies. Il me dit, de quoi il parle, tu vois? Et j'allumais, tac, les 2 néons, et je faisais la bracha pour rendre quitte mes collègues. D'accord? Donc, Shabbat, vous avez le droit d'allumer. Vous n'êtes pas obligé d'allumer un combustible particulier. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la lumière pour voir clair quand on mange. Mais Hanouka, c'est pas comme ça. Hanouka, il faut une mèche et un combustible. Une mèche et un combustible. Donc, si vous êtes dans l'avion, l'hôtesse, elle ne vous laissera sûrement pas allumer une bougie. Dès que vous allumez une bougie, elle arrive parce qu'il y a le détecteur de fumée et de flamme. Donc, dans l'avion, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas allumer. Vous ne pouvez pas dire, tiens, j'appuie sur le bouton de la lumière et je me rends quitte de Hanouka. Puisqu'il n'y a pas ni mèche, ni huile. Donc, évitez de prendre un avion dans une des soirées de Hanouka. Sinon, vous avez raté l'allumage. Pas de questions? Pas de questions. C'est tellement... Ça y est, c'est intégré qu'on a terminé le tikkun de... C'est pour ça qu'il faut que ma chère vienne, parce que on a terminé les fonds de tiroir. C'est bien. C'est beau. Voilà, maintenant au niveau de la Hashkafa, la pensée juive qu'il y a derrière, il y a un lien entre Yud Tet Kislev et Hanouka. Il y a d'abord un lien tout simple entre tout le mois de Kislev. C'est la même idée qui passe depuis le Rosh Chodesh Kislev, où on dit que le rabbi est sorti de sa chambre, etc. Le 10 Kislev, Mohem Saï, Yud Tet Kislev, Hanouka, c'est la même idée qui revient à chaque fois. Dans le Tanya, vous avez une idée qui revient plusieurs fois, qui est répétée plusieurs fois, qui est le leitmotiv du Tanya. La preuve, c'est que c'est avec ça que le livre d'Ayom Yom termine. Le Admor Hazaken, il dit que le cerveau doit diriger le cœur. Moar shalit à la lèvre. Le cerveau doit diriger le cœur. C'est toute la raison d'être de l'homme sur Terre, puisque l'essentiel de l'homme, c'est les midotes, les sentiments, les émotions, la panique, l'enflammement. Donc on dit doucement, 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 Dieu a créé l'homme droit avec un cerveau au-dessus du cœur pour que le cerveau dirige le cœur. Mohar, shalit à la lèvre. Et le Morazaken, il rajoute Ketoldato, depuis sa naissance, c'est-à-dire qu'il est fait pour ça. Il n'est pas... personne ne peut dire « Ah bah, c'est trop fort pour moi, je ne peux pas ». C'est pas « je ne peux pas », c'est « je ne veux pas ». Prendre quelqu'un qui dit « j'ai un Yetzerara pour telle chose particulière », on lui dit « tu ne veux pas », parce que tu n'as pas conscience que c'est mauvais, que c'est pas constructif, que ça va pas te rendre heureux. Donc les gens, quand ils disent « je ne peux pas », c'est en réalité que je ne veux pas. Pourquoi? Parce que Mohar shalit à la lèvre.
le cerveau est capable de refroidir le cœur. À chaque instant de la vie. À chaque instant de la vie. Maintenant, tu vas dire, comment arriver à ce que le cerveau dirige le cœur? C'est pas comme ça qu'on arrive. C'est pas facile d'arriver à que le cerveau dirige le cœur. Alors on te dit, attends, va maintenant, tu as fini le tête qui se lève, tu as fini le Tanya, avance-toi vers Hanouka. Et qu'est-ce qu'on apprend dans Hanouka? Que c'est, l'exemple que la Chassidoute répète plusieurs fois, que l'huile, qui est le comment on appelle ça, le produit essentiel dans Hanouka, c'est l'huile. Pourquoi ils font des soufganiotes, des beignets, des machins, des gâteaux au fromage? Parce que tout ça, c'est lié avec le principe de l'huile, la graisse. C'est pour ça que le rabbi dit toujours, Purim, c'est une fête bruyante, parce que c'est la fête du vin. Le vin, ça fait du bruit quand tu verses, on entend glou, 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 glou. Alors que Hanouka, c'est la fête silencieuse, parce que c'est la fête de l'huile. Or, l'huile, même si vous renversez une bassine d'huile, renverser une bassine d'huile, on n'entend rien. Jamais de bruit. Vous avez essayé déjà? Quelle que soit la quantité d'huile que vous renversez, on ne va jamais entendre plop, 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 plop. C'est toujours calme. Donc, Hanouka, c'est la fête calme, parce que c'est la fête de l'huile. Et donc, on te dit toujours dans Chassidoute que l'huile, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle flotte toujours sur l'eau. Toujours. Prenez un produit à l'huile, prenez un produit à de l'eau, mélangez-les, toujours l'huile va remonter à la surface. Que ce soit du lait, du vin, de l'eau, vous essayez, par exemple, Rosh Chodesh Pessah, Rosh Chodesh Nissan, les Tunisiens, ils font une veilleuse avec de l'huile et du petit lait. Alors, mettez de l'huile et du petit lait, vous avez l'impression que ça se mélange, et puis au bout de quelques secondes, l'huile flotte. Et le petit lait descend. Donc, l'huile flottera toujours au-dessus de n'importe quel liquide. Donc, l'huile, c'est comparé au moire, au cerveau. Et l'eau est comparée au cœur. Qu'est-ce qui pousse l'homme? Qu'est-ce qui pousse le cœur de l'homme? Plus que la colère, plus que la paresse, plus que la tristesse, ce qui pousse l'homme, qui bouge le cœur de l'homme, c'est les plaisirs de ce monde-là. C'est les plaisirs de ce monde-là qui excitent les êtres humains. C'est l'eau qu'il y a dans le monde. Bien qu'on dise que le cœur, il est